Merci de me rejoindre pour ce petit webinaire. Je voulais vous parler d'une capacité cognitive que je trouve vraiment voire mal évaluée. Pour introduire le sujet, je vais vous parler d'une petite histoire que j'ai vécue là ce mois-ci au cabinet. Je suis Laurent Charteau, neuropsychologue, et donc je travaille en libéral. On m'adresse une personne, une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a 24 ans. C'est un professionnel qui a repris son dossier tout récemment et qui essaye de réorienter son parcours auprès des professionnels adaptés. Emma allait consulter une psychologue avec qui ça s'est assez récemment mal passé, et du coup elle a décidé, suite à des interprétations de ce que lui a dit la psychologue, d'arrêter son suivi psychologique. Étant donné qu'on est face à quelqu'un qui a eu dans l'enfance un traumatisme crânien suite à un accident à l'âge de 10 ans, ce professionnel m'appelle en disant voilà, je pense que voilà, comme tu es neuropsy, ça pourrait être peut-être plus adapté que tu tiennes compte de cette spécificité dans son parcours de vie, et donc j'aimerais que tu la vois pour du soutien psychologique. Je dis ok, je reçois Emma. La demande d'Emma est quand même assez différente, c'est que elle, quand je la reçois, elle me demande pas du tout d'un besoin de verbalisation, elle me demande pas du tout de parler en termes de soutien psychologique, mais elle me dit, moi ce que je veux c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans mon cerveau et ce qui me bloque pour me réinsérer, parce que j'ai plein d'échecs, j'ai galéré toute ma vie scolaire après mon accident, j'ai quand même décroché un bac, mais alors depuis c'est la galère, en DUT j'ai dû abandonner, j'ai tenté d'autres choses. Là, elle est sur une plateforme d'orientation pour des personnes reconnues travailleurs handicapés. Elle sait pas du tout où elle va, elle est complètement perdue, et elle a vraiment envie de comprendre ses difficultés. Donc je lui demande de me préciser un petit peu c'est quoi ces plaintes cognitives. Et là, les premières plaintes qu'elle me dit, c'est j'ai du mal à suivre les conversations, même suivre les cours c'est difficile, je comprends une seule chose à la fois sinon je sature, j'ai beaucoup de mal à prendre des initiatives même dans mon quotidien. Et puis, elle rajoute, mais j'ai pas envie de refaire des tests parce que je viens d'en faire plein. Alors je dis, ah bon, vous venez de faire plein de tests? Elle dit, bah oui. Suite à mon accident, mes parents ont touché une indemnisation, mais ils ont jugé que c'était suffisant par rapport à mon parcours, en pensant pas que ça m'impacterait encore des années plus tard. Et du coup, on est en train de réouvrir le dossier d'expertise par rapport à cet accident pour avoir des dédommagements. Et dans ce cadre-là, j'ai eu un bilan neuropsy il y a juste 3 mois. Et j'ai fait plein de tests. Donc effectivement, je récupère le bilan et je vois tous les tests qui ont été proposés. Donc vous voyez, des tests de mémoire à long terme verbale, visuelle, mémoire de chiffres de la Weiss, au niveau attentionnel des tâches papier, des tâches informatisées, au niveau exécutif, 2 tâches, TMT et Stroop, et au niveau de la cognition sociale, quelques petites choses. Le neuropsy, dans la conclusion du bilan, mais voilà, Emma a un ralentissement de la vitesse de traitement, elle a du mal à maintenir sur du long terme ses capacités attentionnelles, elle a une mémoire de travail dans la moyenne et elle a une préservation des fonctions exécutives. Et ça ajoute des difficultés de mémoire à long terme au niveau des mécanismes encodage et récupération. Donc moi, ça m'interpelle de suite, parce que c'est vrai que quand Emma me dit, moi ce qui me gêne c'est suivre les conversations, c'est que je comprends qu'une chose à la fois, moi direct ça fait tilt, je dis bah là c'est mémoire de travail, enfin moi je me dis on va approfondir ça, et puis elle a du mal à prendre des initiatives, je pense fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives ont été pour moi un peu trop balayées dans ce bilan, mais ça ne sera pas mon propos premier, puisque les plaintes de la DEMA étaient vraiment sur des aspects pour moi qui sont la mémoire de travail. Et si on regarde tous les tests proposés, finalement, la mémoire de travail a été évaluée par les EMPAN, en tout cas par le subtest de la mémoire des chiffres de la Weiss. Et donc là, moi, ça m'interpelle et je me dis, on ne peut pas conclure que la mémoire de travail soit dans la moyenne alors qu'on n'a fait que la mémoire de chiffres. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce profil-là, c'est un profil que je retrouve assez souvent. C'est-à-dire que la mémoire de travail, quand on regarde tout ce que ça a comme impact dans notre vie de tous les jours, pour soi-même et aussi dans son insertion sociale et professionnelle, on ne peut pas se permettre de minimiser l'évaluation seulement en utilisant la mémoire de chiffres. Alors pourquoi je vous dis ça? Quand on a des troubles de mémoire de travail déjà dans son quotidien, c'est un peu l'horreur, la personne perd le fil de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, c'est tellement agaçant de façon répétée dans sa journée que c'est très limitant. Quelqu'un qui veut reprendre des formations ou des études va être incapable de prendre des notes. On sait à quel point quand on écrit une phrase et que le prof dit déjà la deuxième, on perd le fil et on est perdu. Ça entraîne d'ailleurs des gros problèmes aussi de compréhension.
Dans le monde du travail, alors ce sera des personnes qui auront du mal à synthétiser leurs propres idées, des informations qu'on leur transmet, vont perdre en efficacité car elles perdent toujours le fil de ce qu'elles sont en train de faire et du coup elles reviennent en arrière et elles perdent du temps et elles sont très monotâches. Sur le plan psychologique, ça a un impact vraiment énorme parce que les gens qui ont même juste un déficit isolé de mémoire de travail sont hyper frustrés. Souvent ils sentent qu'ils ont des capacités intellectuelles, voire d'autres capacités cognitives très très bonnes, mais ils sont hyper frustrés parce que le trouble de mémoire de travail ne leur permet pas d'exploiter ce potentiel, et du coup ils perdent confiance en eux, un manque d'estime d'eux, parfois même des syndromes dépressifs liés à un trouble de mémoire de travail isolé mais marqué. Et donc non, les empans ne suffisent pas. Alors la majorité des neuropsy vont me dire ouais mais on fait pas que les empans, on fait aussi d'autres épreuves, alors on va justement en parler. C'est vrai que les empans ont moins le mérite d'évaluer quelle est la gestion du stockage en mémoire à court terme et son actualisation, la manipulation de données à court terme. L'idéal, ce serait, quand on est dans le quotidien, de voir ce qui se passe quand la tâche est plus intense encore et quelle est la maîtrise au niveau de la mémoire de travail quand la tâche prend en intensité, mais aussi sur la durée, alors on est sur un temps court, on est sur 20-30 secondes maximum, la mémoire de travail a aussi un rôle de maintien malgré des petites coupures, des petites interférences. Il n'est pas rare qu'une personne qui trouve une mémoire de travail sache maintenir une information 10 ou 20 secondes et puis si elle est interrompue, soit incapable de reprendre ce qu'elle faisait avant. Et ces deux aspects-là, on ne les a pas si on n'utilise que les empans. Alors certes, l'indice de mémoire de travail de la Weiss, ça va être intéressant aussi parce qu'il y a aussi la tâche arithmétique qui est dedans. Mais alors, de façon surprenante, et là je suis allée rechercher dans mes dossiers, j'ai sélectionné 35 dossiers de personnes où il y a eu des épreuves de la Weiss, mais aussi des épreuves complémentaires que j'avais proposées. J'ai été étonnée de voir que sur ces 35 personnes, ils avaient tous un indice de mémoire de travail supérieur à 70. Alors certes, j'ai pris 70, qui est vraiment le seuil bas d'un déficit déjà majeur au niveau de la mémoire de travail, mais ça veut dire qu'ils étaient tous au-dessus de 70, avec quelques personnes qui étaient entre 70 et 80. Et donc, en décision clinique, si on regarde ça, on va dire qu'il n'y a pas de déficit majeur de mémoire de travail. Peut-être des fragilités, mais encore. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on regarde les subtests séparément ? Alors, si on regarde arithmétique et mémoire de chiffres séparément, c'est-à-dire, imaginons, ça nous arrive parfois, je pense, d'isoler, de prendre un seul subtest de la Weiss pour en avoir une interprétation clinique. Souvent, la décision clinique, on l'a fait, dès que la note standard est à 7 ou inférieure à 7, on va dire qu'il y a un déficit. Sur les personnes que j'ai sélectionnées, donc là c'est des scores en pourcentage sur ces dossiers, il y a 70% des personnes qui avaient aussi des scores, des notes standards supérieures à 7, donc une mémoire de travail considérée comme préservée quand on regardait l'arithmétique et la mémoire de chiffres séparément. Donc ce qui est en cohérence, 70% des gens, c'est cohérent avec la première interprétation qu'on aurait faite en regardant que l'IMT. Ce qui m'a hyper surpris, c'est qu'il y avait 9% des personnes qui avaient une note standard de 6, en l'occurrence, c'était 3 personnes sur mon effectif, et donc il y avait une note standard inférieure à 7, donc ça veut dire difficulté en arithmétique et en mémoire de chiffres, et qui pourtant avait un IMT supérieur à 70, donc ça c'est vraiment dans les conversions au niveau de la Weiss. Il y a des petits phénomènes statistiques qui font qu'ils avaient des IMT alors au-dessus de 71, 72, 73 pour ces personnes-là. Donc ça, c'était quand même un peu surprenant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même 20% de ces personnes, une personne sur 5, qui avait un déficit spécifique sur un des deux subtests. Alors dans les personnes que j'ai accueillies, là, sur ces dossiers-là, ils étaient plutôt en facilité sur l'arithmétique et avec plus de difficulté sur la mémoire de chiffres. Pour moi, ce qui est cohérent, parce que quand on manipule des données chiffrées qui ont du sens, comme c'est en arithmétique, ça peut aider au maintien en mémoire à court terme. Et puis 4% des personnes qui avaient, elles, une facilité sur la mémoire de chiffres, mais plus de difficultés sur l'arithmétique. Donc déjà, on voit que de façon plus spécifique, quand on regarde un subtest, limite, on a plus d'informations sur une certaine partie de la mémoire de travail qui serait en difficulté. Mais quand on regarde l'IMT, pour moi, ça n'apporte aucune information pour savoir comment la personne va maintenir malgré des interférences et comment la personne va savoir mobiliser sa mémoire de travail sur des tâches plus intenses. Pour ça, moi, j'utilise régulièrement des tâches complémentaires, tant j'ai vu l'importance de ces tâches-là pour pouvoir après conseiller la personne pour des aménagements pour son orientation. Donc,
des tâches où on va augmenter en intensité l'évaluation de la mémoire de travail, des tâches de mise à jour. Moi, j'utilise la tâche de mémoire de travail de la TAP, une tâche vraiment de mise à jour de NBAC. Ça peut être aussi des tâches type PASSAT, hyper intéressantes, quand on additionne 2 par 2 des chiffres qui s'actualisent comme ça régulièrement. Donc des tâches dites de haute intensité, et aussi des tâches pour voir la résistance du stockage à court terme, malgré une interférence de 5, 10, 20 secondes. Moi, j'utilise le paradigme de Brown-Peterson. Sur ces tâches-là, je reprends mes 35 dossiers, donc 100% de ces personnes qui, je vous le rappelle, avaient donc un IMT supérieur à 70 au niveau de la VICE, et je regarde quelle est leur performance sur ces 2 types d'épreuves. Il y a quand même 29% de ces personnes, un petit tiers, qui sont efficaces sur ces tâches à haute intensité ou de maintien dans le temps. Il y a quand même plus d'un tiers, 34%, qui sont en échec dès qu'on augmente en intensité ou qu'on évalue dans la durée. Et il y a un tiers des personnes encore qui va être sur des performances un peu dissociées. Essentiellement dans les gens que j'ai vus, ils étaient plus en difficulté pour faire un maintien dans le temps à la tâche donc de Brown-Peterson, et un peu moins de personnes qui avaient le profil inverse, qui étaient gênées que pour la tâche de mise à jour. Donc quand on voit ça, on voit quand même que si on se tient qu'à l'IMT, on passerait à côté d'une information qui concerne quasiment quand même les 2 tiers des personnes, voire les 3 quarts des personnes. Et donc j'ai envie de dire, pensons aux autres EMA, parce que quand on fait un bilan cognitif, pour que le bilan puisse objectiver des plaintes quand le patient est à même de verbaliser des gênes et des plaintes, il faut choisir des épreuves cohérentes avec cette gêne et en priorité aller creuser cette sphère. Si on fait un screening rapide de toutes les capacités cognitives, c'est chouette, c'est un bilan déjà de screening intéressant, mais on risque de ne rien détecter. Pourquoi faire ça ? Parce que le but, c'est quand même que le bilan ne reste pas dans le tiroir et que le patient puisse l'utiliser pour mieux se connaître lui-même et aussi faire reconnaître, quand on va être dans la sphère de la vie de tous les jours et de l'insertion, faire reconnaître son handicap cognitif. C'est vraiment en militant pour ça que j'ai créé la formation professionnelle sur cette thématique, dans le cadre de l'organisme Neuro et Psychoformation, pour essayer justement d'apprendre aux neuropsy à formuler les bilans afin qu'on puisse aider nos patients dans la sphère de l'insertion sociale et professionnelle. Alors concernant ici notre sujet, la mémoire de travail, l'important à savoir, c'est quand même que la mémoire de travail, ça s'entraîne. Autant quand on ne l'utilise pas pendant un certain temps, notamment des vacances, on sait que les performances de mémoire de travail ont tendance à baisser, autant assez facilement avec des patients, on peut, en les mobilisant régulièrement sur des tâches intenses, améliorer leurs compétences. Pour ça, c'est super quand on est dans le bureau des neuropsy, d'avoir du matériel un peu varié, pour soi-même d'ailleurs, et pour stimuler les personnes de façon différente. Et ce sera donc mes petits cadeaux du jour. Donc je vais vous proposer mes supports. Alors 3 types d'exercices différents de mémoire de travail que j'aime bien utiliser. Un questionnaire aux réponses différées. Pour ceux qui ont connu, c'est le burger de la mort dans le jeu télévisé du Burger Quiz. On donne toutes les réponses après toutes les questions, dans l'ordre. Par exemple, si je vous dis quelle est votre ville de naissance, quelle est la couleur d'une banane, combien font 4 plus 1, moi je vais vous répondre Lille, jaune et 5. Une tâche aussi que j'appelle les empanches géographiques, donc là à chaque fois on va monter aussi en difficulté, on va demander de classer des villes du nord au sud. J'adore cette épreuve parce qu'elle fait un peu appel aussi au calepin visio-spatial de mémoire de travail. On a vraiment ce côté verbal, le mot de la ville, et ce côté visuel, la localisation sur la carte. Donc classer du nord au sud, Lyon, Paris, Montpellier. Donc vous devez me dire Paris, Lyon, Montpellier. Et puis aussi des tâches que j'appelle de comptage dans le texte, compter par exemple la lettre T dans la phrase Juliette a mis 3 lettres dans la boîte, ce qui doit faire citer, si je ne me trompe pas, normalement. Donc si ça vous intéresse de récupérer cette épreuve, je vous les envoie. Je vous demanderai juste de remplir un petit sondage juste avant, et dès que j'ai réceptionné les réponses au sondage, je vous envoie ces données, ces épreuves. Voilà, merci de votre attention et n'oubliez pas d'évaluer la mémoire de travail. À bientôt.